Il y a une meilleure option. Il suffit de destituer le président Zelensky et de mettre en place quelqu'un qui contrôle au moins la majeure partie de l'armée. Ensuite, vous aurez au moins une trêve. Je pense qu'à ce moment-là, la Russie acceptera la trêve, mais les conditions seront lourdes et vous devrez les respecter. Il n'y a pas d'OTAN. Il n'y a pas de troupes européennes sur le terrain. Il n'y a pas de soutien des États-Unis. Il n'y a rien. Le groupe ne peut être qu'une infime partie de l'armée ukrainienne. C'est l'exemple finlandais. Vous devez admettre que nous avons perdu. Vous n'avez pas besoin de le dire par écrit, mais vous devez l'admettre. Bonjour à tous, c'est Pascal des études de neutralité et aujourd'hui je parle à nouveau avec le Dr Tuomas Malinen, professeur associé d'économie à l'université d'Helsinki et critique ouvert de l'intégration de son pays à l'OTAN. Nous avons récemment échangé des emails sur la façon dont la situation actuelle en Ukraine ressemble de plus en plus à la situation finno-soviétique de 1944. C'est donc ce que nous voulons discuter aujourd'hui. Tuomas, bienvenue. Merci, c'est agréable d'ici. Et c'est agréable de vous revoir. Merci également pour cet échange, car je n'avais pas réalisé à quel point la ressemblance est profonde entre ce qui s'est passé en Finlande jusqu'en 1944 et en Ukraine jusqu'à présent, et comment ces deux pays, à deux moments différents, se trouvaient dans des situations très similaires. Pourriez-vous peut-être expliquer cela, tout d'abord? Oui, avant de commencer, je veux juste mentionner qu'il a été très étrange de suivre les commentaires de notre président, Alexander Stubb, et de notre ministère des Affaires étrangères, Elina Valtonen, sur la façon dont l'exemple finlandais ne s'applique pas ou ne devrait pas être appliqué au cas ukrainien. Elle l'a dit explicitement. Oui, ils l'ont dit. Le président Stubb, était-ce Politico ou Bloomberg ou quelque chose comme ça, il a dit explicitement que l'exemple finlandais ne devrait pas être utilisé. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était genre 3 jours après ou 1 semaine après que j'avais tweeté que l'Ukraine devrait suivre l'exemple finlandais. Mais de toute façon, comme je viens de vous le mentionner, il y a plus de similitudes que je ne l'avais initialement compris, car lorsque la Finlande a rejoint l'Allemagne nazie dans l'opération Barbarossa à l'été 1941. Oui. Et c'était après la courte guerre d'hiver, n'est-ce pas? Oui, la guerre d'hiver a eu lieu de novembre 1939 jusqu'au début de mars 1940. Oui, dans lequel la Finlande a été attaquée par la Russie, une attaque non provoquée. Et c'était en quelque sorte notre moment d'héroïsme, que nous n'aurions vraiment pas dû être capables de tenir les forces soviétiques, mais nous l'avons fait avec une force très, très minuscule. Et il n'y avait absolument aucune pensée parmi notre élite politique que l'Union soviétique attaquerait. Heureusement, le chef des forces de défense, le maréchal Mannerheim, a vu cela, et il a en fait appelé à une... Quel est le mot en anglais? Quoi qu'il en soit, il a appelé toutes les troupes, essentiellement toutes les troupes finlandaises, à une session d'entraînement qui a duré jusqu'à ce que l'Union soviétique attaque. Je ne me souviens pas vraiment. Était-ce le 1er novembre? J'ai oublié la date exacte. Mais c'était là, et il y a eu en fait une opération sous faux drapeau dans le village de Menila, dans le nord de la Finlande, où l'Union soviétique a utilisé des lance-grenades pour attaquer ses propres positions et a prétendu que les Finlandais l'avaient fait. Et ensuite, nous avons continué à partir de là. Nous avons perdu pas mal de territoire, 11% pendant la guerre d'hiver. Et ensuite, notre direction a décidé que nous essaierions de le reprendre.
Nous étions un partenaire non officiel de l'opération Barbarossa, qui a commencé le 22 juin 1941, je pense, et nos forces ont commencé leur offensive un jour plus tard. And our forces started their offensive one day later. Que les forces allemandes nazies à travers la Pologne et l'Ukraine. Et nos troupes ont commencé l'offensive un jour plus tard. Ainsi, l'Allemagne nazie a essentiellement attaqué l'Union soviétique en juin avec l'opération Barbarossa à travers la Pologne et vers le continent. Ensuite, la Finlande a ouvert un second front au nord, rejoignant l'Allemagne nazie pour attaquer l'Union soviétique. Et en fait, il y avait des troupes de la Wehrmacht, qui étaient l'armée de l'Allemagne nazie, dans le nord de la Finlande, attaquant de là. C'est ainsi que l'on voit la politisation de l'histoire. Notre histoire la considère comme une guerre indépendante ou individuelle. Mais c'était très certainement une partie de l'opération Barbarossa. Mais après que l'Allemagne nazie ait perdu, heureusement, nous avons dû essayer de nous réintégrer aux puissances occidentales, qui ont essentiellement construit les organisations et infrastructures d'après-guerre. Nous avons donc fait ces petits ajustements. Et la bienveillance des forces occidentales nous a permis d'expliquer que nous ne faisions pas réellement partie de l'opération Barbarossa. Nous en avons simplement profité. Et ils ont été bienveillants envers nous. N'est-il pas également parfois appelé la guerre de continuation, suivant la guerre d'hiver? Oui, c'est la guerre de continuation, oui. Ils ont essayé, je veux dire. Notre histoire essaie explicitement de dissocier la Finlande de l'Allemagne nazie, pour dire comme « Ah, vous savez, c'est en fait juste la deuxième partie de la guerre d'hiver, n'est-ce pas? » Donc c'est pas « La Finlande n'est pas nazie. Ce n'est pas nazi. C'était juste malheureux. » Oui, nous n'avons pas embrassé l'idéologie nazie, mais l'Allemagne était notre frère d'armes. Je me souviens de mon grand-père. Il avait du respect pour les Russes. Mais toute sa vie, autant que je me souvienne, il considérait les Allemands comme leurs frères, parce qu'ils ont combattu à nos côtés. Ce qui s'est passé en Europe centrale ne nous concernait pas vraiment. Nous n'avons pas pris de part majeure dans l'Holocauste. It's with equality. Bien qu'il y ait eu un groupe d'environ 1600 hommes, ou quelque chose comme ça, qui est allé dans les troupes SS. On les appelait les Nordiques. Quoi qu'il en soit, ils y sont allés et ont fait des choses horribles. Mais ils représentaient une très petite partie de la population finlandaise qui a réellement participé à ces atrocités des nazis. Donc, en général, les hommes de guerre en Finlande considéraient les Allemands comme des frères d'armes. Et c'est ainsi qu'ils l'ont vu. Nos études et écrits historiques ont fait de gros efforts pour nous démarquer de l'Allemagne nazie. Pour être honnête, je m'en suis aussi chargé, car j'ai eu une discussion avec le conservateur du Musée impérial de la guerre à Londres en 2000. Ils avaient une carte sur leur mur où ils indiquaient les pays dominés par les nazis, et la Finlande y figurait. J'ai commencé un échange avec, je ne me souviens pas du terme, mais c'est la personne dans les musées qui vérifie que l'histoire qu'il présente est correcte. Il y a un certain terme pour ces personnes. Je ne me souviens plus de ce que c'est maintenant. Mais en tout cas, nous avons effectivement commencé un échange d'emails sur ce sujet. Et à la fin, j'avais une grande réponse qui revenait. Mais j'ai un peu laissé tomber la chose. L'idée était que je n'étais pas satisfait que l'Imperial War Museum ait présenté la Finlande comme un pays dominé par les nazis. Nous n'étions pas dominés. Nous étions juste partenaires. Et c'est un fait. Mais notre écriture historique a vraiment essayé de nous éloigner pour que nous n'ayons pas été partenaires. Mais nous l'étions. C'est donc la condition préalable à l'introduction du sujet. À l'été 1944,
la Finlande avait repris toute la péninsule de Carélie et nos troupes étaient à environ 120 km, je pense, de Leningrad, donc très proche. Les troupes n'ont jamais pris part directement au siège, mais elles en faisaient effectivement partie, parce qu'elles étaient si proches. Donc, ils empêchaient l'aide de venir de la mer, en gros. Et puis, je viens de réapprendre ceci. Le maréchal Mannerheim avait également envahi des parties de l'Union soviétique dans l'est de la Finlande. Nos troupes avaient donc dépassé la frontière. Et je viens de lire, j'avais complètement oublié cela, Mannerheim était obsédé par cette partie que nous avions prise à l'ouest de la Russie comme monnaie d'échange pour les négociations. La même chose que Zelensky semblait avoir été avec Kursk. Et quand il y a eu cette grande offensive de l'Union soviétique dans la péninsule de Carélie, les meilleures troupes, le noyau de nos troupes, étaient en fait en Finlande orientale, où elles ont partiellement envahi. Et c'est exactement la même chose qui s'est produite en Ukraine. Et honnêtement, je viens de le réapprendre il y a juste une heure. Et donc, en 1944, l'Union soviétique a vraiment commencé à repousser fortement la Finlande sur la péninsule, ce qui a essentiellement forcé la Finlande à accepter que la guerre était perdue. Je veux dire, les objectifs de guerre étaient inatteignables. Alors, qu'est-il arrivé ensuite à la Finlande? Oui, c'était au début du mois de juin. L'Union soviétique a lancé une offensive majeure dans la péninsule de Carélie. Ils avaient un avantage matériel et en personnel considérable, et ils ont essentiellement avancé. Ils ont repris presque toute la péninsule. Et puis il y a eu ce miracle de Tali-Ihantala, comme on l'appelle en Finlande, où il y a eu une bataille défensive à Tali-Ihantala qui a stoppé l'offensive majeure de l'Union soviétique. Et lorsque les troupes russes ou soviétiques traversaient la péninsule, il y a eu un communiqué de Moscou, qui a ensuite été considéré comme une erreur, exigeant la reddition inconditionnelle des troupes finlandaises. Mais après que nous ayons arrêté la grande attaque avec de lourdes pertes, en fait, à la fois mon grand-père et le frère de ma grand-mère étaient à ces batailles décisives. Mon grand-père était chauffeur de camion, conducteur de poids lourds, et il transportait des munitions à l'artillerie sous la domination aérienne totale des Russes. Je me souviens, enfant, avoir entendu l'une des discussions, parce que le frère de ma grand-mère était en première ligne dans les batailles où ils ont arrêté la progression des troupes russes. Je me souviens de cette discussion. Nous parlions près d'un feu un jour, je ne me souviens pas, était-ce le 8 ou le 9 ou quelque chose comme ça, et ils discutaient de qui était le plus en danger. Et mon grand-père a dit au frère de ma grand-mère que non, tu étais en première ligne. C'était lourd. Mais le frère a répondu que non, tu conduisais un camion plein d'explosifs sous la domination aérienne complète des Russes. C'était fou et dangereux. Et ça s'est un peu terminé là, la discussion. Mais de toute façon, je m'en souviens. Donc, d'accord, quand le progrès a été arrêté, il y avait une urgence de la part de la direction soviétique, Joseph Staline notamment, qu'ils devaient se rendre sur le front de l'Est, où ils avaient commencé la grande offensive. Il y avait une course vers Berlin. Et cela a conduit à un changement de ton de la part de Moscou, indiquant qu'une trêve était possible et même la paix. Puis sont venus les mouvements cruciaux. Le président de la Finlande à l'époque était Risto Ryti. Il a immédiatement démissionné parce que Moscou exigeait qu'on ne pouvait pas signer la paix avec le même président qui vous avait conduit à la guerre. Il a démissionné et il y a eu une loi spéciale par le Parlement de Finlande. Et ils ont élevé le chef de nos forces de défense, le maréchal Mannerheim, au poste de président de la Finlande.
Et cela a été fait pour que les troupes finlandaises acceptent l'accord de paix et pour rassurer la population finlandaise, car le maréchal Mannerheim était une personne très estimée. Ainsi, cela a été rendu possible. Donc la deuxième chose, la première chose était qu'ils voulaient que les forces cessent de se battre. Et la deuxième chose était qu'ils voulaient que le peuple finlandais comprenne qu'il s'agissait d'une véritable paix, d'une véritable trêve, et non d'un stratagème de Moscou. Tout cela a été fait en août et au début d'août. À la fin d'août 1944, nous avons reçu les conditions et les exigences de Moscou, et elles étaient extrêmement lourdes, mais nous n'avions pas d'autre choix que de les signer. L'armistice de Moscou a été signé le 19 septembre 1944, et un mois plus tard, le haut représentant soviétique qui supervisait en fait la dénazification de la Finlande est venu en Finlande. Ainsi, pendant plusieurs années, nous étions sous le contrôle de facto de l'Union soviétique. L'idée du, j'ai oublié son nom, mais en tout cas, le général qui est venu ici, était de veiller à ce que tous les nazis soient retirés du sol finlandais, que tous les mouvements nationalistes soient démantelés, et que toutes les personnes qui y étaient liées soient inculpées. Et bien sûr, tous les criminels de guerre ont également été inculpés. C'était une force de surveillance alliée en Finlande, mais elle était dirigée par l'Union soviétique. Notre leadership a complètement capitulé, a changé la direction de notre pays parce que Moscou l'exigeait, et a permis aux forces soviétiques de venir en Finlande pour s'assurer que tout se passait comme ordonné. C'est ainsi que la Finlande a trouvé sa paix. Il y a un retournement de situation à la fin, car lorsque les troupes sont arrivées et que les conditions de paix ont été fixées, des personnes nationalistes en Finlande ont caché beaucoup d'armes militaires afin que si l'Union soviétique envahissait la Finlande, elle puisse commencer une guerre de guérilla. C'est aussi quelque chose que Staline a compris et su, et c'est probablement une des raisons pour lesquelles nous avons eu la paix pendant le reste de la Seconde Guerre mondiale. Mais de toute façon, le point principal est que nous avons fait ce que Moscou demandait. Sans garantie de sécurité, n'est-ce pas? Non, nous n'avions rien. Nous devions retirer la Wehrmacht, les soldats allemands, de notre sol. Et cela a effectivement conduit à la guerre de Laponie, durant laquelle l'Allemagne a essentiellement brûlé la partie nord de la Finlande. Cela a été un lourd tribut, mais nous devions faire toutes ces choses. Nous devions également payer une somme folle en réparation de guerre. C'était quelque chose comme 300 millions en monnaie de l'époque, ce qui correspondrait à environ 6,7 milliards d'euros aujourd'hui. Une somme d'argent énorme. Mais c'est tout. Je veux dire, vous perdez une guerre. Il n'y a rien d'autre à faire que d'essayer de sauver d'une manière ou d'une autre la politique nationale, n'est-ce pas? Et le pays, chose incroyable, le pays, oui, et comme être sauver vos nationaux. Le fait est qu'ensuite, la Finlande, c'était quoi? 51 ou 53, quand la Finlande a effectivement signé un traité de sécurité avec l'Union soviétique, n'est-ce pas? Oui, il y avait l'accord de coopération, d'amitié et d'assistance mutuelle. Il s'appelait Isuia en finnois, et c'était l'aspect clé. Le pacte de Varsovie était en 55, je pense. C'était après l'OTAN, qui était en 49. Sorry, 48, you're right. Because NATO, 48 this one, and then 49 NATO, and then 50... Pacte de Varsovie. But the point is 48. Mais le point est qu'en 1948, avec cet accord d'assistance, la Finlande a convenu que si jamais quelqu'un essayait d'attaquer l'Union soviétique à travers le territoire finlandais, alors la Finlande coopérait automatiquement avec l'Union soviétique pour repousser l'attaque. La formulation était que nous les repousserons, et si nous avons besoin d'aide,
Nous négocions avec l'Union soviétique. Exactement. Exactly. But you basically you promised Mais vous avez essentiellement promis de repousser toute attaque. Et cela a aidé à maintenir l'indépendance et la neutralité finlandaise pendant toute la guerre froide. neutrality for the whole Cold War. That was the strike of genius from then Oui, president c'était le coup de génie de l'ancien président Juho Kusti Paasikivi, car il savait que, d'accord, l'OTAN arrivait. Il comprenait que des blocs se formaient. Et nous voulions rester en dehors du pacte de Varsovie, qui bien sûr n'avait pas de nom à l'époque. Et cela a été fait grâce à cet accord. C'était un pur coup de génie. Et une chose que nous devons nous rappeler, c'est que le traité de paix de Paris en 1947 a été sévère pour la Finlande. Nous n'avons pas vraiment eu une armée décente pendant de nombreuses années après cela. Donc les gens qui soutiennent que l'Ukraine devrait se réarmer immédiatement après, cela n'arrive jamais en temps de paix quand vous perdez. Vous êtes dépouillé jusqu'à l'os et ensuite vous essayez de trouver une coexistence pacifique avec celui qui, vous savez, vous a vaincu, à qui vous avez perdu. I wonder why it is so Je me demande pourquoi il est si absolument impensable en ce moment pour les pays occidentaux d'imaginer la situation où, vous savez, l'Ukraine aujourd'hui est beaucoup plus proche de la Finlande, où elle était en 44, ou du Japon en 45. Pas tellement, pas l'Allemagne. Je ne pense pas que le scénario allemand soit proche, mais certainement la Finlande ou le Japon. Car en fait, tant la Finlande que le Japon ont capitulé. Ils ont abandonné. Les Russes n'ont pas eu besoin d'aller dans le bunker. the Russians didn't have to go to the bunker. Let me interrupt. I think we capitulated is a term. Permettez-moi d'interrompre. Je pense que nous avons capitulé. Ce terme, le Japon s'est rendu sans condition. Il y a une nuance de différence. D'accord. Oui, parce que Moscou a retiré la demande de reddition inconditionnelle et nous avons simplement capitulé et tout. Donc c'est une question de sémantique, je sais. Fondamentalement, la même chose s'est produite, mais les termes sont juste un peu différents. Non, mais vous avez raison. C'est important parce que pour le Japon, pendant longtemps, jusqu'à ce qu'ils décident réellement de se rendre, le principal problème était qu'ils ne savaient pas si les Américains leur permettraient de garder l'empereur. C'était le principal point de blocage. En fait, les experts du Japon aux États-Unis, comme Joseph Grew, l'ancien ambassadeur américain au Japon, ont dit à Truman, je veux dire, d'abord Roosevelt, puis Truman, si vous promettez aux Japonais de garder l'empereur, ils abandonneront. Et ils ont dit non, nous ne leur promettons pas cela. Nous déciderons. Ils doivent être, je veux dire, nous pourrions pendre le gars. Et si nous voulons pendre le gars, nous le pendons. Et ils ont effectivement imposé cela. Donc la Finlande n'était pas, les Soviétiques ont en fait dit, d'accord. Je veux dire, il y a certaines conditions que nous acceptons. Oui, et en fait, maintenant que tu en parles, le contrôle soviétique était en réalité plutôt clément. Il voulait juste voir certaines choses se produire. Mais je ne me souviens pas qu'il y ait eu une oppression claire de la population finlandaise ou de notre leadership. Il nous laissait opérer. Il disait juste que nous devions suivre ses règles. Et pour une raison quelconque, Staline aimait en fait la Finlande. De nombreux dirigeants russes nous ont appréciés, ainsi que notre pays et notre population. Donc il y a une sorte de relation amicale. Et oui, nous avons été traités bien mieux que le Japon. Eh bien, bien sûr, Moscou n'avait pas de bombes nucléaires. Mais s'ils en avaient eu, je doute sérieusement qu'ils auraient bombardé, par exemple, Helsinki ou Turku ou quelque chose comme ça. Ont-ils commencé à installer des bases militaires en Finlande? Oui, nous en avions un à Porkkalanniemi que nous avons dû céder aux forces soviétiques pour, je ne me souviens plus, une période prolongée. C'était encore dans les années 1950, je pense. Donc il y avait des troupes soviétiques à proximité. Ils voulaient juste s'assurer que la Finlande ne tente rien à nouveau. Oui, c'était le but.
Mais donc, en gros, au moment où la Finlande n'a pas capitulé, mais a cédé, c'est à ce moment-là que cela s'est arrêté. Et en fait, vous savez, la Finlande n'a pas cessé d'exister. Je veux dire, aujourd'hui, l'ensemble de l'Europe occidentale prétend toujours que si l'Ukraine capitulait, alors l'Ukraine disparaîtrait. N'est-ce pas? Elle serait dissoute d'une manière ou d'une autre, magiquement. Je veux dire, les Russes l'avaleraient simplement et puis tout disparaîtrait. C'est une pure fantaisie stupide, n'est-ce pas? Cela ne se passe jamais comme ça. Je veux dire, pas pour les grands pays. Je veux dire, l'Estonie et ainsi de suite, ils ont suivi une trajectoire différente avec l'Union soviétique. Mais même eux ont été intégrés, mais pas dissous. Oui, quand l'Union soviétique a commencé son attaque. When the Soviet Union started its attack, they were actually under orders to proceed to Ils avaient en fait reçu l'ordre de procéder à l'invasion de la Finlande. C'est ainsi que cela s'est passé. Mais cela a changé à bien des égards. Mais le point principal est que l'Union soviétique était une véritable superpuissance. Elle aurait pu prendre la Finlande et la conserver. Et c'est complètement différent avec la Russie maintenant. Lorsque l'Union soviétique était la deuxième plus grande économie et puissance militaire du monde, le PIB de la Russie est maintenant de la taille du Texas. Cela devrait faire comprendre aux gens, économiquement, la Russie ne peut pas envahir l'Europe. Cela n'a absolument aucun sens. Leur modèle économique échoue. Tout échoue. L'équilibre budgétaire fédéral échoue, tout échoue. Il n'y a absolument aucune idée que la Russie moderne essaierait de prendre le contrôle de la majeure partie de l'Europe. Et tout cela, c'est que la Russie moderne fonctionne bien en tant que Russie moderne. Et les territoires qu'ils occupent maintenant et ont intégré à leur territoire d'État, ils l'ont fait après avoir essayé pendant combien de temps, comme pendant 8 ans, en disant que ces territoires devraient rester une partie de l'Ukraine. Ils n'ont changé toute l'approche qu'en 2022, quand il est devenu absolument clair que cette situation était intenable. Mais pour le reste de l'Ukraine, l'essentiel est que les Russes veulent toujours une solution, tout comme ils voulaient une solution pour la Finlande. Oui, exactement. Et la plus grande différence est que lorsque tous les dirigeants ont vu que nous ne pouvions pas mener une autre offensive majeure, ils savaient que nos défenses s'effondreraient sous les troupes soviétiques, qui marcheraient sur la Finlande, et ce serait la fin de notre pays. Ils voulaient éviter cela. La plus grande différence maintenant est que Zelensky n'est ni Risto Ryti ni Mannerheim. Je pense qu'il ne se soucie plus de la sécurité ou de la survie de l'Ukraine. Il est devenu consumé par la guerre, comme Adolf Hitler l'était. Hitler aurait pu se rendre à de nombreuses reprises, mais il ne l'a pas fait. Il a combattu jusqu'à la fin amère, ou alors il s'est échappé en Argentine, qui sait. Mais de toute façon, l'Allemagne a été détruite. Et c'est la plus grande différence. Si je puis ajouter, je ne comprends pas pourquoi les dirigeants européens, connaissant toute notre histoire, poussent l'Ukraine au bord du gouffre, à moins qu'il n'y ait un objectif d'ouvrir un front plus large contre la Russie en Europe. Si c'est l'objectif, alors cela a parfaitement du sens. Dans tous les autres scénarios, compte tenu de notre histoire, ils ne devraient pas agir ainsi. Ils devraient dire, d'accord, arrêtons-nous ici. Ils auraient dû le dire il y a 2 ans. Arrêtons-nous ici. Parce que nous savons à quel point les guerres sont destructrices. Nous, en Europe, le savons très bien. Oui, mais nous ne devons pas sous-estimer les dynamiques psychologiques incroyables de la guerre. Car la guerre au Japon a été perdue en 1941 lorsqu'ils ont attaqué Pearl Harbor. Je veux dire, j'ai lu des documents de la Suède qui disaient, la Suède disait comme, il n'y a aucun moyen qu'ils puissent gagner ça. C'est du suicide. Et c'était du suicide. Je veux dire, oui, ils peuvent aller plus loin avant de s'effondrer complètement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le meilleur scénario pour le Japon, lorsqu'ils ont attaqué Pearl Harbor,
était de diviser le Pacifique en deux. Le meilleur scénario des généraux et amiraux les plus optimistes était de s'arrêter essentiellement devant comme Hawaï, ou peut-être Hawaï, et ensuite vous diviser quelque part là-bas. C'était la meilleure chose. Et si c'est votre meilleur scénario, vous êtes un lunatique. Et puis ils n'ont pas pu s'arrêter et abandonner jusqu'à ce que tout autour d'eux brûle, parce que l'État était si distribué et que personne n'avait tout le pouvoir entre ses mains pour réellement abandonner. Alors la question est, comment la Finlande a-t-elle réussi à l'arrêter? Je veux dire, quel était le processus politique qui a permis au président de l'époque de céder le pouvoir et ensuite à ce pouvoir de dire, effectivement, d'accord, nous allons maintenant souffrir l'insupportable, comme l'ont dit les Japonais, et se rendre ou capituler. Capituler. Désolé, j'ai besoin de me mettre ce mot en tête. Comment la Finlande a-t-elle réussi politiquement, en interne, à capituler? C'est un bon point, une bonne question. Et à ce stade, je n'ai pas de réponse à cela. Mais nous avions un leadership pendant les années de guerre qui était très habile. Il y a eu, bien sûr, quelques erreurs dans le leadership militaire et quelques erreurs commises par les dirigeants politiques. Mais c'était la compréhension, je pense, la compréhension de tout le monde, de ce qui se passerait si nous continuions la guerre après ce point où nous avons été sérieusement battus et nos fronts ont presque cédé. Donc je pense que c'était l'idée que cela devait s'arrêter. Nous devons sauver notre pays. Les manœuvres politiques, comment cela s'est-il passé? Je ne sais pas vraiment, mais c'était juste que le Parlement a adopté une loi spéciale qui a mis le maréchal Mannerheim à la tête. Et il y avait cette chose, Risto Ryti avait personnellement convenu dans une lettre à Adolf Hitler qu'il ne chercherait pas la paix avec l'Union soviétique. Cela a été fait juste au moment où la grande offensive a commencé en 1944, si je me souviens bien. Il a donc dû démissionner parce qu'il s'était engagé à cela. Il a donc démissionné. Et la façon dont le maréchal Mannerheim, comme je l'ai dit, a été élevé au rang de président pour que les troupes déposent les armes et que le peuple pense que la paix était un véritable accord. C'est très. Désolé, c'est très important, parce qu'il y a toujours le danger que certains régiments, etc., commencent à se séparer et continuent de se battre. En effet, au Japon, la chose la plus importante était que l'empereur ait réellement enregistré sa voix, et elle a été diffusée. Et l'empereur a ordonné à tout le monde de déposer les armes. C'était le moment où tous les soldats ont déposé leurs armes, parce que, eh bien, c'est ça. Nous avons l'ordre le plus élevé, et c'est très important. Donc, en ce qui concerne l'Ukraine, il faudrait en fait, je veux dire par analogie, que Zelensky démissionne et mette essentiellement Zaluzhny, ou peut-être un ancien général, comment s'appelait-il? Il est maintenant à Londres. Dis-moi quelque chose. L'ancien général, je veux dire, au pouvoir, ou peut-être Syrski en tant que commandant des forces, qui ensuite exige et ordonne aux Ukrainiens de se retirer. Mais la question est, comme l'a dit votre ancien invité, j'ai oublié son nom, mais j'ai en fait écrit, comme je vous l'ai envoyé, j'ai écrit un article sur son analyse. C'était le professeur de Rhode Island, Nikolai Petro, que les forces fascistes sont si fortes en Ukraine que je ne sais vraiment pas comment vous les contrôler. Donc ils peuvent continuer à se battre par eux-mêmes. Alors quand j'ai lu ça, j'ai en quelque sorte fait la recommandation que le seul moyen d'obtenir une paix durable en Ukraine est que les forces armées ukrainiennes se rendent. Et pour que cela se produise, il est nécessaire que les États-Unis arrêtent, que Donald Trump, le président Trump, arrête toute aide militaire et qu'Elon Musk coupe Starlink. Si ces choses se produisent, nous aurons une trêve en Ukraine en quelques semaines. Mais tant que cela continue, l'aide
et le truc de Starlink, je pense qu'ils peuvent continuer à s'épuiser pendant longtemps, à moins que la Russie n'entre vraiment dans cette guerre totale et ne prenne Kiev. Oui, non, tu as raison. Et c'est en fait le plus fort atout de négociation que les Américains ont. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas grand-chose, parce qu'il est maintenant clair que les Russes peuvent militairement surpasser les Ukrainiens et les forces de l'OTAN. Ils peuvent le faire, n'est-ce pas? Ils sont capables de le faire. Mais cela leur prendra du temps. Donc, le plus grand atout de négociation que les Américains ont est de dire, eh bien, si nous obtenons un accord, alors nous, les États-Unis et la Russie, pouvons descendre sur l'Ukraine et les forcer à accepter ce que nous avons arrangé entre nous. Mais tant qu'il n'y a pas de compréhension, et que l'aide et le renseignement américain continuent d'affluer, et que Starlink continue de fonctionner, les Ukrainiens ont la capacité de résister, même si c'est une résistance vouée à l'échec. Et c'est bien sûr un hachoir à viande. C'est un hachoir à viande. Mais nous savons maintenant que les Américains, également à travers l'article du New York Times, s'en moquent. Je veux dire 100 000, 200 000, 300 000 Ukrainiens morts. Have a solve. Qu'est-ce que ça change tant que nous avons ce levier politique? C'est absolument horrible, mais c'est la réalité. C'est dégoûtant, mais c'est comme ça que ces choses fonctionnent. Et j'espérais que le président Trump aurait apporté le changement, et cela semblait être le cas au départ. Mais maintenant, cela semble aller dans l'autre sens. Il pourrait vraiment mettre fin à cela. Mais il doit comprendre que cela nécessite d'admettre la défaite des États-Unis et de l'OTAN. Et si nous ne le faisons pas, alors il aura probablement son propre Vietnam ou quelque chose de similaire en Ukraine. Eh bien, pas dans le sens où des Américains y meurent, du moins pas encore. Mais il faut arrêter cela avant que l'Europe, ou plutôt la Commission européenne et les dirigeants européens, ne mettent en œuvre leur plan insensé pour aider l'Ukraine. Donc, nous n'avons pas beaucoup de temps, 1 an au maximum. Et il y a l'autre option, que le président Poutine et le Kremlin disent simplement assez, et qu'ils lancent une véritable opération de guerre, restent à Kiev, les poussent vers le voisin, et alors l'Ukraine sera divisée. Ce serait extrêmement lourd pour les Russes, mais cela apporterait aussi la paix. Mais ce broyeur de viande est horrible pour tout le monde, pour l'humanité, pour l'Europe, et il comporte le risque que lorsque les dirigeants européens adoptent une posture de guerre, alors la guerre finira par se propager. Et je ne suis pas complètement sûr que le président Trump comprenne les risques et les enjeux actuels en Europe. Je ne pense pas qu'il ait la compréhension, peut-être dans son passé. Peut-être que dans cette administration, il y a des experts européens qui expliquent comment les guerres européennes, les guerres à l'échelle européenne, se propagent, comment elles se forment. Donc je pense qu'il y a, oui, ces solutions dans les guerres ou la paix dans les guerres ne viennent que par des mesures sévères. Malheureusement, quand ce sont des guerres prolongées, pleines, surtout comme le conflit en Ukraine, qui est maintenant si grave. Des choses drastiques, malheureusement, doivent se produire. Mais la conscience des dirigeants européens ne peut pas être bonne. Je ne pourrais pas vivre avec moi-même si je poussais pour plus de morts ukrainiennes, principalement ukrainiennes, en Ukraine comme ils le font. Je ne sais pas comment ils dorment la nuit. Notre président Stupan, mon ancien ami, et la ministre des Affaires étrangères, Elena Waldron. Je ne sais pas comment elle dort. C'est tout simplement consternant. Je pense qu'ils dorment plutôt bien, parce que vous savez, quelque chose que vous n'avez pas ne vous dérange pas. Il y a un manque absolu et complet sur le plan moral, surtout le fait qu'ils parviennent encore à moraliser les mourants à un moment donné.
Je veux dire, la chose folle à propos de toute cette poussée de guerre est que, et je pense que la Finlande l'a également prouvé à l'époque, vous partez en guerre pour la nation. Et à un moment donné, la pression devient si intense que la seule chose qui sauve la nation est d'abandonner. Et c'est la folie. Mais cela fait partie de la façon dont tout cela fonctionne. This is the madness, but this is part of how this whole thing works. So at the moment, for Ukraine, Donc, en ce moment, pour que l'Ukraine survive en tant que nation, cela signifierait soit se rendre, soit capituler. Et juste dire, comme, d'accord. Donc, le fait est que ce ne serait même pas la première fois que cela se produirait en Europe ou en Asie. Je veux dire, les capitulations et les redditions se sont produites maintes et maintes fois, et les nations ont maintes et maintes fois survécu. Je veux dire, je vis dans l'une d'elles, vous vivez dans l'une d'elles. C'est comme, qui diable a eu l'idée que si vous vous rendez ou abandonnez, alors vous disparaissez de la carte. Ces gens n'ont pas étudié l'histoire. Oui, ils ne l'ont pas fait. Mais je dois ajouter une chose, parce que j'ai connu Elena personnellement pendant 5 ans. Nous étions amis. C'est une personne morale. D'accord. Elle s'est juste complètement corrompue. S'est laissée corrompre par la force qui pousse ses courtiers dans l'ombre. Et Alexander Stubb, eh bien, je ne le connais pas personnellement, mais je connais beaucoup de gens qui le connaissent. Et c'est un narcissique. Je pense qu'il a été façonné par l'élite. Donc il fait ce que l'élite lui ordonne de faire. Je reviens à cela dans chaque interview. Nous devrions comprendre qu'il y a maintenant une force systématique qui pousse cela. Sinon, tous les grands dirigeants européens poussant pour plus de guerre en Ukraine n'ont aucun sens. Donc il y a l'état profond de l'OTAN, puis il y a le complexe militaro-industriel, et peut-être même autre chose. Mais cela suffisent, et ils veulent leur guerre. Je veux dire, il y a certainement quelque chose qui change les gens une fois qu'ils sont au pouvoir. Et on peut aussi l'observer avec Tulsi Gabbard, qui pendant longtemps a fait carrière en disant que la guerre au Yémen devait cesser. Et maintenant, elle a récemment commencé à défendre le bombardement du Yémen. Je veux dire, quelque chose se passe. Il est d'une certaine manière possible de coopter ou de changer le discours de ces individus une fois qu'ils sont dans la position qu'ils atteignent. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un phénomène que nous observons encore et encore. Mais juste pour revenir à la Finlande et à l'Ukraine. Donc si vous conseilliez la Russie, que leur diriez-vous selon l'exemple finlandais? Comment faire pour que les Ukrainiens suivent l'exemple finlandais? Offensive majeure. Menacer Kiev. Vraiment. Donnez à Donald Trump quelques semaines, puis allez-y. Vous perdez plus de vies. Mais si la guerre ne s'arrête pas bientôt, elle ne s'arrêtera pas du tout. Ou elle s'arrêtera à un moment donné, mais elle s'élargira et s'étendra. Ce serait donc mon conseil au Kremlin. Si le président Trump ne fait pas ce qu'il pourrait faire pour y mettre fin, vous devez y mettre fin. Les Russes doivent y mettre fin, et s'ils doivent aller vers une guerre totale. C'est un conseil très triste. J'espérais plutôt quelque chose comme une carotte, pas un bâton. Laissez-moi réfléchir. Une carotte. Pouvons-nous penser à une carotte, comme quelque chose que la Russie pourrait dire? C'est l'expérience finlandaise. Nous avons compris quand nous étions menacés d'effondrement. Et je ne sais pas si Zelensky en est capable, mais peut-être que lorsque toute l'Ukraine sera sur le point de s'effondrer, alors peut-être que le président Trump et les dirigeants européens comprendront qu'il faut faire quelque chose. Parce que si le président Poutine permet aux troupes européennes d'entrer en Ukraine, cela deviendra finalement une guerre européenne. Oui, mais le danger est que, bien que nous pensions à cela en ce moment avec une analogie de la Seconde Guerre mondiale, les Américains pourraient y penser avec une analogie de l'Afghanistan. D'accord, laissez les Russes venir,
les laisser prendre Kiev, les laisser aller plus à l'est, puis la guerre de guérilla, 10 ans, les saigner à blanc. Je veux dire, tuer encore plus d'Ukrainiens, mais continuer à les saigner. Parce que, comme l'a dit Hillary Clinton, faisons-en l'Afghanistan de l'Europe et saignons les Russes à blanc avec tout ce que nous avons. Et la guerre de guérilla serait la prochaine étape. Donc la Russie doit éviter la guerre de guérilla, n'est-ce pas? Ce que la Russie doit réaliser, c'est la capitulation de l'État ukrainien. Ce qui est difficile à réaliser. Alors, comment parvenir à la capitulation et non à la guerre de guérilla? How to get to capitulation and not to guerrilla warfare? Well, like I said, they need to go if Eh bien, comme je l'ai dit, ils doivent partir. Mais le point est qu'il y a une meilleure option. Il suffit de destituer le président Zelensky et de mettre en place quelqu'un qui contrôle au moins la majeure partie de l'armée. Et alors vous aurez au moins la trêve. Je pense qu'à ce moment-là, la Russie acceptera la trêve, mais les conditions seront lourdes et vous devrez les respecter. Et il n'y a pas d'OTAN, il n'y a pas de troupes européennes en jeu, il n'y a pas de soutien des États-Unis, il n'y a rien. Rien. Je veux dire, ce ne peut être qu'une minuscule armée ukrainienne. C'est l'exemple finlandais. Et vous devez admettre que nous avons perdu. Vous n'avez pas besoin de le dire par écrit, mais vous devez l'admettre. Et la balle est dans le camp du président Trump. Il peut faire en sorte que tout cela se produise, mais pour une raison quelconque, il ne le fait pas. Vous savez, Union soviétique, les États-Unis, des choses similaires, et le front militaire. Mais les États-Unis peuvent dire, le président Trump peut dire au président Zelensky que c'est maintenant votre tour de partir. Et il peut le dire de manière à ce que le président Zelensky comprenne qu'il doit partir. Et puis il part. J'ai entendu dire qu'il a une villa en Italie et un appartement à Miami. Allez-y. Il doit y avoir une loi en Ukraine qui dit ce qui se passe si le président démissionne. Il doit y avoir une loi qui dit que d'accord, dans ce cas, le Parlement peut désigner un président intérimaire. Oui, bien sûr. Vous devez descendre dans la rue. Zelensky ne peut pas négocier la paix. Il a trop à perdre. La corruption se manifesterait. L'exemple finlandais, vous devez changer de leadership. Et le président Trump a cette option. Mais s'il refuse de faire ces choses, et que les Européens se mettent correctement en mode guerre en envoyant des troupes, tout ça, nous risquons un conflit pan-européen. Et c'est quelque chose que seul à ce moment-là, si le président Trump échoue, seul le président Poutine peut réaliser en mettant en œuvre une politique de guerre totale. Jusqu'à présent, il s'agissait d'une opération militaire spéciale, s'engageant dans une guerre totale contre l'Ukraine, dans le but de prendre Kiev. Les options sont extrêmement dures, parce que les dirigeants européens ne jouent pas le jeu avec le reste du monde et la population européenne qui veut la paix. Tout ce qui se passe à partir de maintenant, chaque mort, est entre les mains des dirigeants européens. Von der Leyen, Stubb, Macron, Starmer, ce sont les véritables criminels de guerre à partir de maintenant, parce qu'ils devraient pousser pour la paix et non pour un conflit plus profond. La paix, pas un autre conflit. La paix, oui. Donc ils devraient pousser pour la paix, pas pour le conflit. Oui. Surtout, je veux dire, c'est une situation insensée dans laquelle les Européens, les Britanniques et les Français continuent de dire « Oui, nous voulons envoyer des troupes au sol, mais seulement si les Américains fournissent un soutien. » C'est de la folie, parce que, d'une part, les Européens comprennent et admettent qu'ils sont trop faibles pour le faire, et qu'ils seront anéantis s'ils essayent de le faire en Ukraine. D'autre part, ils prétendent toujours vouloir le faire. Tout cela pour que les Ukrainiens continuent de se battre d'une manière ou d'une autre. Ils continuent de brandir l'adhésion à l'OTAN devant les Ukrainiens comme une petite carotte, n'est-ce pas? Mais ils ne la donnent jamais, n'est-ce pas? Ils auraient pu la donner il y a 3 ans et entrer en guerre avec la Russie. Ils ne l'ont pas fait. Alors, combien de temps pensez-vous qu'il faudra aux Ukrainiens pour comprendre qu'ils sont absolument
totalement, complètement trompés par ceux qui prétendent être leurs sauveurs. Je n'ai que quelques contacts en Ukraine, mais d'après ce que j'ai compris. Que le contrôle dans le pays n'est pas très éloigné de ce que les troupes SA en Allemagne nazie ont déchaîné parmi la population allemande. Donc vous ne pouvez pas parler contre ces choses. Vous serez tué, ou mutilé, ou quelque chose comme ça. Cela semble horrible, mais vous ne pouvez pas vous opposer à la direction qui anéantit votre pays et votre population. L'Ukraine est devenue une grande victime dans cette guerre. Et je ressens une profonde, vraiment profonde tristesse pour la population ukrainienne que cela leur soit arrivé. C'est déchirant et horrible. Pareil. Mais comme je l'ai dit maintenant, chaque horreur qui vient désormais est entre les mains des dirigeants européens. Je ne confirmerai ni ne nierai cela. Je vais juste laisser ça là. Je veux que cela se termine. Il est également vrai que si les armes cessent de tirer, alors les morts cessent. Mais il y a des raisons politiques très claires pour lesquelles cela ne se produit pas. Tuomas, merci beaucoup. C'était une discussion perspicace et c'était un bon parallèle. Je pense que l'exemple finlandais devrait être primordial pour toutes les solutions possibles. Les gens peuvent aller sur votre Substack pour en lire plus de vous, n'est-ce pas? Oui. Et je suis un économiste de formation. Mais mon passe-temps de toujours, grâce à ma mère, qui est maintenant une conférencière retraitée d'histoire et de société, a été la géopolitique. Donc la géopolitique fait partie de ma vie depuis mon adolescence. Et la géopolitique est très étroitement liée à l'économie. Et cela nous impacte tous. Regardez simplement les tarifs actuels. Mais nous n'avons même pas eu l'occasion d'en parler. Peut-être la prochaine fois. La prochaine fois, oui. Tuomas Malinen, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci.